Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des inondations. Il y a une commune qui est concernée sur trois en France, avec 22 000 km² de zones inondables, des dégâts considérables annuellement, 250 millions d'euros, et 80% des coûts sont liés aux risques naturels. Alors qu'est-ce qu'une inondation? C'est une submersion temporaire par l'eau de terre qui ne sont pas immergées en temps normal. Alors vous avez des phénomènes cinétiques lentes. D'abord les inondations de plaine avec les causes principales les fortes précipitations, fonte des neiges, ruissellement sur les bassins versants. Les signes précurseurs, c'est la pluviométrie, l'augmentation des débits, des observations sorties du lit mineur, occupation du lit moyen et du lit majeur, risque d'aggravation, réduction du champ d'expansion du cours d'eau et donc de l'effet écrêteur naturel, rupture d'ouvrage de protection. Il y a aussi des remontées de nappes phréatiques avec les causes principales, c'est les fortes précipitations, infiltration des eaux de pluie et saturation des sols. Les signes précurseurs, c'est la pluviométrie, l'affleurement de nappes, les caves inondées et les observations, inondations, risque d'aggravation, terrain bas ou mal drainé, construction souterraine. Le risque d'inondation est décrit dans le DDRM et le DICRIM, mais plus particulièrement par le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, qui constitue un PPRN uniquement dédié aux inondations. Un schéma de prévention des crues fixe les principes de surveillance et de prévision des crues, ainsi qu'un règlement pour chaque bassin fluvial, l'article R 564-1 et suivant du Code de l'environnement. Les communes peuvent faire entreprendre tous travaux ou ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le but de maîtriser les eaux de ruissellement ou de défendre en cas d'inondation. C'est l'article L 211-7 du Code de l'environnement. Par ailleurs, la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, transposant la directive du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, a créé de nouveaux outils de prévention et de gestion. L'article L 566-1 du Code de l'environnement est suivant. L'autorité administrative doit réaliser une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins avant le 22 décembre 2011 et l'État doit élaborer une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. Sur la base de cette évaluation et de cette stratégie seront identifiés les territoires où il existe un risque d'inondation important et sur lesquels seront établies les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation avant le 22 décembre 2013. Puis l'autorité administrative définira pour ces territoires, avant le 22 décembre 2015, un plan de gestion des risques d'inondation à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, fixant les objectifs et les mesures contraignantes avec lesquelles les SCOT et les PLU devront être compatibles. C'est l'article L 123-1-10 et L 122-1-13 du Code de l'urbanisme. Enfin, pour compléter ce dispositif, l'État prépare un plan de prévention des submersions marines et des crues rapides concernant notamment la restructuration et la gestion des digues, l'amélioration du système d'alerte et la réduction des zones à risque avec l'accélération de l'élaboration des PPR. Alors voyons maintenant les phénomènes cinétiques rapides. Le ruissellement pluvial, les causes principales, ce sont des fortes précipitations, faible capacité d'infiltration du sol, sol gelé, croûte de battance, saturation du sol en eau. Les signes précurseurs, refoulement des eaux pluviales par les réseaux, observation écoulement important et rapide sur les talwegs, vallons secs et dans les rues. Risque d'aggravation, imperméabilisation par les aménagements urbains, bâtiments, voiries, parkings, et par les pratiques culturelles, absence de couvert végétal, sillon dans le sens de la pente.
Voyons maintenant les crues torrentielles, avec les causes principales d'intenses précipitations localisées, un bassin versant sur une courte période de temps. Signe précurseur, augmentation des débits, prévision d'un orage. Observation crue rapide et violente du cours d'eau. Transport de sédiments et de flottants, forte érosion du lit. Risque d'aggravation, formation de barrages naturels, embâcles, nature, rupture d'ouvrage. L'État exerce le contrôle des digues intéressant la sécurité publique. Au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire a l'obligation de prévenir les ruptures de digues. Article L 2212-2 du Code général de la collectivité territoriale. Toutefois, l'État et les communes ne sont pas obligés d'assurer la protection des propriétés contre l'action naturelle des eaux à la place des propriétaires. Ces derniers doivent assumer eux-mêmes la charge des ouvrages de protection contre les inondations sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux. Les riverains ont également une obligation d'entretien des cours d'eau non domaniaux, c'est l'article L 215-14 du Code de l'environnement. L'acquisition amiable des biens exposés à un risque d'inondation est possible lorsqu'elle est moins coûteuse que les mesures de sauvegarde et de protection de la population, c'est l'article L 561-3 du Code de l'environnement. Alors, comment pouvons-nous prévenir ces épisodes d'inondation ? La prévision des inondations consiste principalement en une observation continue des précipitations. La prévision passe aussi par le suivi des hauteurs d'eau et des débits dans les cours d'eau de plaine. Ces informations sont collectées par 23 services de prévision des crues, les SPC, regroupant les anciens SAC, services d'annonce des crues. Le CHAPI, le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, publie une carte de vigilance inondation en s'appuyant sur ces informations. Cette inondation est liée à la concordance d'événements hydrologiques localisés et à des conditions hydrauliques spécifiques à la zone touchée. En conséquence, la simple observation indépendante de ces paramètres ne suffit parfois pas à prévoir précisément les principales caractéristiques de la crue, hauteur d'eau, durée, vitesse d'écoulement, ni le moment où celle-ci va surgir. C'est pourquoi certains bureaux d'études peuvent mettre en place des modèles prévisionnels basés sur des relevés météorologiques et des modèles hydrologiques et hydrauliques sur mesure. Ces modèles, en prenant en compte les particularités du terrain et les aménagements existants, permettent d'obtenir des corrélations pluie-débit précises. Ils permettent ainsi de prévoir avec un meilleur temps de réponse l'intensité d'un aléa et ainsi de donner l'alerte dans les meilleurs délais. Il est possible sur la carte de zoomer sur un bassin versant afin de connaître les hauteurs mesurées pour un cours d'eau précis. On accède ensuite au débit par le calcul. Au niveau de la prévention, nous avons le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, annexé au PLU et au SCOT. Le PPRI vaut servitude d'utilité publique et il comporte un règlement qui explicite le niveau de risque pour chaque zone du territoire concerné. Ce niveau conditionne les restrictions et autorisations d'urbanisme des zones identifiées. Vous avez ensuite le PLU, le plan local d'urbanisme, qui délimite les zones constructibles après évaluation du risque grâce au PPRI, s'il existe, sinon grâce aux documents préfectoraux, l'Atlas des risques et des DRM. Étude des réductions de la vulnérabilité réalisée par le bureau d'études et par les collectivités elles-mêmes. Ces études prennent en compte les particularités des aménagements de la commune, équipements installés en zone inondable, digues existantes, pour formuler des préconisations de réduction du risque et des conseils pour les aménagements futurs. Les mesures de mitigation, c'est-à-dire limite des dommages éventuels par des protections individuelles, font partie de ces préconisations pour les enjeux déjà présents en zone inondable. Elles concernent entre autres l'utilisation de matériaux imputrescibles,
la mise en place de dispositifs de mise hors circuit automatique, l'installation des appareillages électriques au-dessus des plus hautes eaux connues, la création des puits d'infiltration, etc. Il existe également des mesures préventives sur les bassins amont. Ces actions peuvent faire l'objet de préconisations par un bureau d'études après un diagnostic hydrologique et hydraulique de l'existant. Reforestation du bassin versant et préservation des prairies afin de limiter l'érosion et ainsi le transport de matière lors d'une crue torrentielle, maintien des dispositifs de micro-rétention existants, fossés, bandes enherbées, talus, adaptation des pratiques culturales, notamment culture, selon le sens de la plus grande pente, mise en place, réintroduction et restauration des espaces naturels inondables, zones humides, points bas, mares, étangs. Le maire doit apposer dans sa commune les repères des plus hautes eaux connues pour développer la mémoire collective du risque, article L563-3 du Code de l'environnement. La carte de leur implantation doit figurer dans le DICRIM de sa commune. Alors ensuite, bien entendu, on aura la protection. Les mesures de protection consistent à aménager le cours d'eau ou le bassin versant afin de contrôler le déroulement et les conséquences d'une crue. On parle alors de mesures de correction passive ou curative. Il existe plusieurs types d'ouvrages permettant de se protéger du risque d'inondation, mais attention, ces protections sont dimensionnées par une crue de référence préalablement choisie. Cela est indiqué dans les SDAGE. Au-delà de cette référence, les aménagements ne garantissent plus la sécurité de la population et des biens. Et voici quelques exemples. Les barrages écrêteurs sont les dispositifs les plus courants. Ils permettent de réduire l'intensité de la crue en laminant le débordement du cours d'eau. Les mesures de protection rapprochées telles que les endiguements, illustrations qui sont indiquées par le biais de murets ou de digues souvent dimensionnés pour les crues décennales, protègent de la montée des eaux. Les barrages seuils permettent d'éviter le transport de matière lors d'une crue torrentielle, ce qui permet de limiter le pouvoir destructeur de l'aléa en retenant les roches et boues charriées par le cours d'eau. Ces ouvrages de ralentissement peuvent être préconisés et dimensionnés par un bureau d'études dans le cadre d'une étude où plusieurs scénarios de protection seront proposés, différents modes de gestion, vannage ou non, coûts d'investissement et d'exploitation pour la collectivité et aspects paysagers. La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 précise le cadre juridique applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, notamment en matière de responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage. Et un prochain décret devrait fixer les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation des ouvrages, article L562-8-1 du Code de l'environnement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.